Mes parents ont déclaré, le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère est ta disparition définitive de cette famille. Je n'ai pas supplié. J'ai pris mes affaires, attrapé mes clés, et je suis sorti. La porte s'est refermée, un point final. Le jour J est arrivé, sans fleurs. Sans musique. Sans traiteur, seulement la panique totale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur souhait était sur le point de se réaliser d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute de leur monde parfait, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin. Maintenant, revenons à Roubaix, là où tout a commencé. Je m'appelle Aliénor Valois et j'ai 28 ans. Mon univers a toujours été confiné dans un périmètre de quelques rues, un monde où l'air sentait le fumé du lard, le poivré du saucisson et le métal froid de la trancheuse. La charcuterie Traiteur Valois était notre héritage, une institution dans ce quartier de briques rouges où les vies étaient aussi rudes que le climat. J'ai grandi dans l'ombre de cette boutique, mais plus encore, dans l'ombre de ma propre famille. Toute mon existence a été une longue et épuisante tentative de gagner leur approbation. Je suis une perfectionniste maladive. Ce n'est pas une qualité, mais une cicatrice. Une stratégie de survie que j'ai développée très jeune. Je me souviens d'un bulletin de notes en primaire. J'avais de très bonnes notes, mais un « passable » en sport. Mon père n'a vu que cette ligne. Pas un mot sur le reste. Juste un soupir de déception. Ce jour-là, j'ai compris. Il ne fallait aucune faille. Si chaque pâté était parfait, si chaque compte était juste, si chaque client repartait avec le sourire, alors il n'aurait plus de raison de soupirer. Alors, peut-être, il m'aimerait sans réserve. Cette quête de perfection était devenue ma cage dorée, une prison que je m'étais construite moi-même. À l'inverse, mon frère Bastien n'avait jamais eu besoin de se battre. Il était leur évidence, leur fierté. Conseiller juridique dans un cabinet lillois, il portait des costumes bien coupés et parlait un langage que mes parents ne comprenaient pas mais admiraient profondément. Il était le symbole de leur ascension sociale, la preuve qu'un Valois pouvait s'extraire de l'odeur de la graisse pour atteindre les hautes sphères. Il n'avait jamais désossé un jambon, jamais récuré un plan de travail à minuit. Ses mains étaient faites pour signer des contrats, les miennes pour pétrir et façonner. Il y a quelques années, leur monde a pourtant failli s'écrouler. La boutique périclitait. Face aux grandes surfaces, notre commerce de proximité ne pesait plus lourd. J'avais 25 ans, et une promesse d'embauche dans une agence de marketing parisienne. Paris. C'était mon oxygène, mon échappatoire. Mais un soir, le téléphone a sonné. C'était ma mère, Monique. Sa voix n'était qu'un sanglot étranglé. Derrière elle, le silence de mon père, Gérald, un silence lourd de défaite. Ils allaient tout perdre. J'ai déchiré mon billet de train. J'ai dit adieu à la Seine, au grand boulevard, à ma vie. Je suis revenue à Roubaix et j'ai plongé tête la première dans le combat. J'ai modernisé l'image, créé des menus traiteurs pour les entreprises, lancé un service de livraison, utilisé les réseaux sociaux pour toucher une nouvelle clientèle. J'ai travaillé 18 heures par jour. Et j'ai réussi. En un an, la boutique était sauvée. Le soir où j'ai présenté le premier bilan annuel positif depuis 5 ans, j'espérais. J'espérais un toast, un simple « merci », un regard de fierté. Au lieu de cela, la conversation a dérivé sur Bastien, qui venait d'obtenir une petite prime. Mon père a levé son verre, ses yeux brillants. À mon fils. Un vrai gagnant. Il a ça dans le sang. Mon père, qui avait passé sa vie à craindre de n'être qu'un petit commerçant, voyait en Bastien sa propre revanche sur la vie. Quant à moi, qui avait repris son flambeau et l'avait fait briller plus fort, j'étais juste là. Le décor. L'ouvrière invisible. Ma mère a ajouté, « C'est merveilleux, mon chéri. Aliénor, tu vois, ton frère réussit tout ce qu'il entreprend. » Chaque mot était une gifle. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti quelque chose se refroidir en moi. Une petite flamme vacillait, prête à s'éteindre. Et l'annonce imminente du mariage de mon frère allait souffler dessus de toutes ses forces. Le dimanche suivant,
L'odeur du poulet rôti et des pommes de terre à l'ail flottait dans la maison, un parfum de tradition et de faux-semblants. C'est au dessert que Bastien, avec la nonchalance d'un roi annonçant un décret, a déclaré ses fiançailles. Amandine, sa fiancée, était une poupée de porcelaine, jolie, silencieuse, et visiblement ravie d'épouser un conseiller juridique. Les bouchons de champagne ont sauté. Les rires forcés ont éclaté. Et puis, au milieu de cette fausse liesse, le piège s'est refermé sur moi. Ma mère a posé sa main sur mon bras, son contact aussi léger qu'une chaîne. « Chérie », a-t-elle commencé d'une voix doucereuse, « tu as tellement de talent pour l'organisation. Tu vas bien vouloir t'occuper du mariage de ton frère, n'est-ce pas? Ce sera ton cadeau pour eux. » L'assemblée a hoché la tête. C'était décidé. Mon talent était réquisitionné. Mon temps et mon énergie étaient dus. Quelques jours plus tard, la discussion sur le budget a eu lieu. C'était une farce tragique. Assis dans le salon, mes parents ont sorti leur violon. Tu comprends, Aliénor, avec la boutique, nous sommes encore fragiles, a soupiré mon père. Nos économies sont pour nos vieux jours. Bastien a alors joué sa carte maîtresse. Il s'est penché vers moi, un air de conspirateur sur le visage. Aliénor, tu es la seule d'entre nous qui a réussi à mettre de l'argent de côté. C'est la preuve de ton intelligence. Pourquoi ne ferais-tu pas un placement? Le meilleur de tous, un investissement dans le bonheur de ta propre famille. La manipulation était si grossière, si évidente, et pourtant, elle a fonctionné. Il ne me demandait pas de l'argent, il me demandait une preuve d'amour, une preuve que je faisais encore partie du cercle. J'avais 10 000 euros. Ce chiffre rond et parfait représentait mon plan d'évasion. C'était le résultat de nuits blanches passées à travailler pour des clients freelance, après de longues journées à la charcuterie. C'était le capital de départ de ma future agence de marketing. Le nom était déjà choisi, le business plan était rédigé. C'était ma bouée de sauvetage, ma promesse d'une autre vie. Ils le savaient. Je leur avais montré mes ébauches, naïvement, cherchant leur approbation. Et maintenant, ils me demandaient de couler ma propre bouée pour que le yacht de mon frère puisse naviguer en grande pompe. Ce soir-là, seul devant mon ordinateur, j'ai longuement regardé mon plan d'affaires. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le chiffre était là. 10 000 euros. Mon avenir. J'ai pensé à tout refuser, à claquer la porte. Mais la peur, cette vieille compagne, m'a paralysée. La peur d'être définitivement rejetée, d'être celle qui dit « non », la méchante. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai fait le virement. Le message de confirmation de la banque s'est affiché sur l'écran. C'était un épitaphe. L'épitaphe de mes rêves. Je me suis dit que ce geste, si grand, si douloureux, ne pourrait pas être ignoré. Ce sacrifice devait forcément leur prouver mon amour, ma loyauté. Il devait les forcer à me voir. Dès que les fonds furent disponibles, la frénésie acheteuse a commencé. C'était une curée. Mon compte en banque, devenu le leur, était pillé sans vergogne. Amandine a passé une journée à Paris pour choisir une robe à 4 000 euros. Bastien a réservé un domaine prestigieux pour le week-end, arguant que la famille d'Amandine a un certain standing. Puis sont venus les caprices. La harpiste pour la cérémonie. Le lâcher de colombe. Le bar à cocktail avec un mixologue. Chaque nouvelle dépense était annoncée par un message enjoué sur notre groupe de conversation familiale. Et chaque notification sur mon téléphone était comme une alarme incendie dans mon âme. J'essayais de freiner, de suggérer des options plus raisonnables. Pourquoi ne pas prendre ce digilocal? Il est excellent, ai-je proposé un jour. Aliénor, ne sois pas ridicule, a répondu Bastien. On ne veut pas d'une kermesse. J'étais devenue la rabat-joie, la comptable ennuyeuse de leurs contes de fées. Et tandis que je les regardais joyeusement dépenser mon avenir, je sentais un froid s'installer en moi. Un froid qui n'allait plus jamais me quitter. Au milieu du chaos des préparatifs, alors que je jonglais entre les appels des traiteurs et les crises de nerfs d'Amandine à propos de la couleur des serviettes, Bastien a décidé de jouer au grand frère protecteur. C'était une performance digne d'un acteur. Un soir, il m'a trouvé penché sur les livres de comptes de la boutique, le front plissé par l'inquiétude. Il s'est approché,
a posé une main sur mon épaule, un contact rare et calculé. Tu as l'air épuisée, petite sœur, a-t-il dit d'une voix faussement compatissante. Laisse-moi t'aider. Je suis juriste, après tout. Je peux jeter un œil à tes contrats fournisseurs. On ne sait jamais, je pourrais trouver des leviers pour renégocier, optimiser un peu les coûts. Ça te soulagerait. Son offre ressemblait à une bouée de sauvetage. J'étais en train de me noyer sous le travail et le stress. J'ai accepté. J'ai cru à sa sincérité, ou plutôt, j'ai voulu y croire. Je lui ai confié le classeur contenant des années de relations commerciales. Il a immédiatement ciblé le contrat le plus important, celui qui nous liait à la maison Lemaire, notre fournisseur de porc depuis que mon grand-père avait ouvert la boutique. Ce n'était pas un simple contrat, c'était un pacte de confiance scellé par des décennies de loyauté. Bastien a insisté pour organiser une réunion, pour formaliser les choses. Monsieur le maire, un homme de la terre, la soixantaine solide et la poignée de main franche, est arrivé à la boutique, un peu surpris par cette convocation. Je l'ai installé dans le petit bureau à l'arrière, pensant que ce serait l'affaire de 10 minutes. Bastien est entré, non pas comme le fils du patron, mais comme un avocat entrant dans un prétoire. Il n'a pas serré la main de monsieur le maire. Il s'est assis, a ouvert le contrat et a chaussé ses lunettes avec une lenteur théâtrale. Et le massacre a commencé. Il a attaqué monsieur le maire sur des points de détail absurdes, utilisant un jargon volontairement opaque. Je constate que la clause 4.2, relative aux pénalités de retard, manque singulièrement de rigueur juridique. En l'état, elle pourrait être jugée léonine devant une juridiction compétente. Monsieur le maire le regardait, abasourdi. Mon père, présent, ne disait rien, impressionné et intimidé par le vocabulaire de son fils. J'ai tenté d'intervenir. Bastien, monsieur le maire a toujours été d'une fiabilité exemplaire. Il m'a fait taire d'un geste de la main. Aliénor, laisse les professionnels gérer ça. Puis il s'est tourné à nouveau vers notre fournisseur. Concernant vos tarifs, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Votre position quasi monopolistique sur notre approvisionnement pourrait être considérée comme un abus. C'était l'insulte de trop. Le visage de monsieur le maire, d'habitude jovial, s'est fermé comme une porte de prison. Il s'est levé lentement. Sa voix était calme, mais chargée d'un mépris glacial. Jeune homme, a-t-il dit en fixant Bastien. Mon père a vendu du cochon à votre grand-père. J'ai vendu du cochon à votre père. Je vous vends à vous, non pas du cochon, mais la meilleure qualité de la région. Vous parlez de clause, je parle de confiance. Vous parlez de monopole, je parle de loyauté. Il a posé ses deux mains sur le bureau. Apparemment, nous ne parlons pas la même langue. Je vous laisse donc trouver un fournisseur qui comprendra votre jargon. Il a tourné les talons et est parti, sans un regard pour nous. La porte a claqué. La boutique venait de perdre son âme. Le silence dans le bureau était total. Je m'attendais à des excuses, à une prise de conscience. Au lieu de ça, Bastien a enlevé ses lunettes et a soupiré avec l'air d'un homme accablé par l'incompétence du monde. Pathétique. Ces petits artisans ne comprennent rien au monde des affaires modernes. Mon père a hoché la tête. Tu as raison, mon fils. Il fallait mettre les choses au clair. Puis il s'est tourné vers moi, le visage dur. C'est ta faute, Aliénor. Tu as laissé cette situation s'envenimer pendant des années avec tes contrats à l'amiable. Heureusement que ton frère a ouvert les yeux à temps. J'étais sans voix. La scène était surréaliste. Bastien venait de saboter l'entreprise, et on me tenait pour responsable. Il m'avait humilié devant un partenaire de longue date, et il passait pour le héros. J'ai regardé mon frère. Dans ses yeux, je n'ai vu aucun regret. Juste le froid contentement de celui qui vient de prouver sa supériorité. Il avait besoin de me voir échouer pour se sentir exister. J'étais sa victime sacrificielle. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous hurlé la vérité? Auriez-vous fait vos valises sur le champ? Dites-le-moi dans les commentaires. Savoir comment d'autres auraient réagi m'aide à comprendre mon propre silence de l'époque. Car ce jour-là, je n'ai pas hurlé. J'ai gardé le silence. Mais ce silence était lourd de conséquences. C'était le silence avant l'orage,
le calme avant la dévastation. Ils avaient semé le vent. Ils ne se doutaient pas de la tempête qu'ils allaient récolter. La perte de la maison Lemaire a créé une onde de choc dans la boutique, mais une onde de choc que j'étais la seule à ressentir. Pour mon père et Bastien, c'était une transition nécessaire. Pour moi, c'était un cauchemar logistique et qualitatif. Je passais mes journées à appeler des fournisseurs, à goûter des produits qui n'avaient pas l'âme de ceux de Monsieur Lemaire, et mes nuits à refaire les calculs de marge. Simultanément, la machine infernale du mariage continuait sa course folle, broyant sur son passage mon temps, mon énergie et le peu d'estime de moi qu'il me restait. Les demandes devenaient de plus en plus déconnectées de la réalité. Elles n'arrivaient plus sous forme de suggestions, mais d'ordres, transmis par texto, souvent tard le soir. Un soir, à 23h, mon téléphone a vibré. C'était Amandine. Une photo d'un mur de fleurs gigantesque, avec la légende « Je veux ça derrière la table d'honneur ». Trouve quelqu'un pour le faire. Un autre jour, c'était un appel de Bastien depuis sa voiture. J'ai pensé à un truc. Il faut un feu d'artifice. Un vrai, un truc pro. Ça coûtera ce que ça coûtera. Tu t'en occupes. Chaque demande était une démonstration de pouvoir, une façon de me rappeler ma place, celle de l'exécutante, de l'intendante. Il ne se demandait jamais si c'était possible, si j'en avais le temps, si cela correspondait au budget. Le budget n'existait plus. Mon compte en banque était devenu une ressource inépuisable dans leur esprit. Un après-midi, à bout de force, j'ai accepté de prendre un café avec Léandre. Il a suffi qu'il me voie arriver, les épaules voûtées et les yeux cernés, pour qu'il comprenne. Je me suis effondrée en larmes au milieu du café bondé. J'ai tout déballé, en vrac, l'humiliation, la fatigue, le sentiment d'être une étrangère dans ma propre famille, un distributeur automatique de services et d'argent. Léandre m'a laissé pleurer, me tendant des serviettes en papier. Puis, quand je me suis calmée, il a posé sa tasse et m'a regardée avec une gravité intense. Aliénor, c'est de l'abus. Ce qu'ils te font, c'est de l'abus psychologique et financier. Ils t'ont isolé, ils t'ont dévalorisé, et maintenant ils te dépouillent. Tu dois partir. Maintenant. Pas après le mariage. Je ne peux pas, ai-je sangloté. Tout est engagé. L'argent. Au diable l'argent, m'a-t-il coupé. C'est de ta vie qu'on parle. De ta santé mentale. Regarde-toi. Tu es un fantôme. Tu crois vraiment qu'après le mariage, ils vont se transformer en une famille aimante et reconnaissante? Tu crois qu'ils vont te rembourser et te remercier? Ils vont juste trouver autre chose à te demander. Une caution pour leur appartement, un prêt pour leur nouvelle voiture. Tu seras leur vache à lait pour le restant de tes jours. Ces paroles étaient d'une violence inouïe, mais c'était la violence de la vérité. Chaque phrase touchait juste. Je savais au plus profond de moi qu'il avait raison. Mais la peur de l'inconnu, la peur de la rupture définitive, était encore plus forte. Encore quelques jours, ai-je dit, plus pour me convaincre moi-même que pour le convaincre lui. Je dois tenir encore quelques jours. Il a soupiré, rempli d'une tristesse impuissante. Faites attention à toi, Ali. S'il te plaît. En rentrant ce soir-là, une nouvelle liste m'attendait sur la table de la cuisine. C'était presque comique de cruauté. Location d'une voiture de collection, Rolls-Royce, tapis rouge pour l'entrée de l'église, cadeau personnalisé pour les invités, petite bouteille d'huile d'olive d'un producteur spécifique en Toscane. J'ai regardé la liste. J'ai regardé le mur. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse. Juste un vide immense. J'étais anesthésiée. Le point de rupture était proche. Je ne le savais pas encore, mais il n'était qu'à 24 heures de distance. Si vous êtes encore avec moi et que vous sentez cette pression monter, cette injustice vous nouer la gorge comme elle me la nouait, alors restez bien jusqu'au bout. La scène qui va suivre est celle qui a tout changé. C'est le moment où la victime a cessé d'être une victime. Et ce qui s'est passé après, personne, et surtout pas eux, n'aurait pu l'anticiper. La veille du mariage. La tension dans la salle à manger était si palpable qu'elle en devenait physique. C'était une pression sur la poitrine, un bourdonnement dans les oreilles. Le rôti de ma mère refroidissait dans les assiettes.
Personne ne mangeait. Le silence était une nappe de brouillard épaisse, seulement troublée par le bruit strident d'une fourchette grattant la porcelaine. Bastien, affalé sur sa chaise, le regard rivé sur l'écran lumineux de son téléphone, semblait être le seul à l'aise dans cette atmosphère de guerre froide. Amandine, à ses côtés, était une statue de cire, le regard fixe, terrifiée à l'idée de dire ou de faire quelque chose de déplacé. Mon père remplissait son verre de vin pour la 3e fois, le geste mécanique et absent. J'étais une corde tendue à l'extrême, sentant que la moindre vibration allait me faire rompre. Bastien a choisi ce moment précis pour porter l'estocade. Il a verrouillé son téléphone, l'a posé sur la table avec un claquement sec, et a pris la parole. Son ton n'était pas celui de la demande, mais de l'évidence. Bon, Aliénor. Derniers ajustements. J'ai eu une idée géniale. Un bar à huîtres pour le vin d'honneur. Ça fait très chic. J'ai le contact d'un écaillé réputé. Et pour le champagne, on oublie la piquette que tu as choisie, j'ai négocié une caisse d'un millésimé exceptionnel. Oh, et le plus important, j'ai réussi à avoir le photographe de l'Élysée. Une annulation de dernière minute. Il peut être là demain. Il faut juste lui faire un virement de confirmation ce soir. Chaque mot était un coup de marteau sur la dernière planche de mon cercueil. Il ne demandait pas. Il informait. Il disposait de mon argent, de mon temps, de ma santé mentale comme de ses propres biens. Ma main qui tenait mes couverts tremblait. Je les ai reposés délicatement sur la nappe, pour ne pas faire de bruit. J'ai pris une inspiration. Bastien, ma voix est sortie, plus stable que je ne l'aurais cru. C'est non. Un silence. Stupéfait. Le mot « non » n'avait pas été prononcé à cette table depuis des années. Il a froncé les sourcils, comme s'il n'avait pas bien entendu. Pardon ? C'est non, ai-je répété, en le regardant droit dans les yeux. Il n'y aura pas de bar à huîtres. Il n'y aura pas de champagne millésimé. Et il n'y aura pas de photographe de l'Élysée. Parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est fini. Le budget est épuisé. Mon compte en banque est à sec. Le visage de Bastien s'est décomposé, passant de l'assurance à l'incrédulité, puis à la fureur. Tu te fous de moi ? C'est une blague, a-t-il sifflé. C'est là que ma mère est intervenue, sa voix tranchante comme un rasoir. Aliénor, ça suffit maintenant. Arrête ton caprice. C'est le mariage de ton frère. Pour une fois dans ta vie, tu ne peux pas penser à quelqu'un d'autre que toi ? Pourquoi es-tu si profondément égoïste ? Égoïste. Le mot de trop. La goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà fissuré de toutes parts. Mon père, sortant de sa torpeur alcoolisée, a ajouté « Ne nous fais pas honte. Ne gâche pas tout. » Leurs attaques se sont combinées, formant une vague de mépris qui m'a submergée. Mais au lieu de me noyer, elle a provoqué quelque chose d'inattendu. Un déclic. Égoïste, ai-je demandé, ma voix montant d'un cran. J'ai sacrifié mon rêve pour vous. J'ai donné tout ce que j'avais. Je travaille jour et nuit depuis des mois. Et je suis égoïste ? Bastien a eu un rire méprisant. Oh, ça va, on ne va pas te décerner une médaille non plus. Amandine, enfin, a ouvert la bouche, pour murmurer, Bastien, peut-être qu'on peut s'en passer. La ferme, a-t-il aboyé, la faisant sursauter. Puis il s'est tourné vers moi, le visage déformé par la haine. C'est alors que ma mère s'est levée, s'est penchée au-dessus de la table, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux étaient 2 éclats de glace. Et elle a prononcé la sentence, lentement, chaque mot pesé pour faire le plus de mal possible. Tu sais quoi, Aliénor ? Le plus beau cadeau que tu puisses faire pour le mariage de ton frère, c'est de disparaître. Disparaître de cette famille. Pour toujours. La phrase est restée suspendue dans l'air, vibrant d'une cruauté absolue. Le temps s'est arrêté. Mon père n'a pas protesté. Il a baissé la tête. Bastien a souri. Un sourire de triomphe. Ils étaient d'accord. C'était un verdict unanime. À cet instant précis, la douleur a disparu. Remplacée par un calme absolu. Un détachement total. La corde avait enfin cédé. Je suis tombée, mais au lieu de m'écraser, j'ai découvert que je pouvais voler.
Je me suis levée, ma chaise a grincé sur le parquet. Leurs visages me regardaient, attendant les larmes, les supplications. Ils n'ont rien eu de tout ça. Entendu, ai-je simplement dit. J'ai fait demi-tour, j'ai pris mon sac, mes clés, et je suis partie, sans un regard en arrière, claquant la porte de leur vie comme on referme un livre que l'on ne relira jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Réfugiée dans une chambre d'hôtel anonyme, j'ai regardé les heures défiler sur le réveil numérique. Les larmes ne venaient pas. La rage non plus. J'étais dans un état de lucidité presque effrayant, comme si le choc m'avait débarrassé de toutes les émotions superflues. Ils voulaient que je disparaisse. C'était une demande claire. Mais disparaître ne signifiait pas s'évanouir en silence. Disparaître signifiait retirer de leur vie tout ce que j'y avais apporté. Mon temps, mon énergie, mon soutien, et mon argent. Leur journée parfaite avait été construite sur les fondations de mon sacrifice. J'allais simplement retirer les fondations. À l'aube, le jour du mariage, j'ai sorti mon ordinateur portable et mon téléphone. J'ai ouvert mes dossiers, mes contrats, mes relevés de compte. J'étais devenue une chirurgienne, prête à amputer les membres gangrenés de ma vie. Mon premier appel, à 8h01, fut pour le traiteur. La standardiste était enjouée. Traiteur Dubois, bonjour. Ma voix, en revanche, était d'un calme polaire. Bonjour, Aliénor Valois à l'appareil. J'appelle concernant le mariage au domaine de la Chênaie. Je souhaite annuler la totalité de la prestation. Il y eut un silence. Mais, madame, c'est aujourd'hui. C'est impossible. Je vous assure que c'est possible. Une urgence familiale majeure et imprévisible rend l'événement caduc. J'invoque la clause de force majeure pour le remboursement de l'acompte. Un email formel est en route. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. J'ai enchaîné les appels avec la même efficacité redoutable. Le groupe de musique, le fleuriste, le loueur de matériel. À chaque interlocuteur, le même discours, la même fermeté. L'appel le plus satisfaisant fut celui destiné au propriétaire de la salle. Il menaça de me poursuivre. Je lui ai répondu tranquillement, « Monsieur, vous avez reçu 2 virements pour cette location. Un de 5 000 € venant du compte de Monsieur Gérald Valois, et un autre de 5 000 € venant de mon compte personnel, Aliénor Valois. Si vous souhaitez conserver l'acompte, vous devrez prouver quel service correspond à quel paiement. Je vous suggère de me rembourser ma part pour éviter des complications juridiques longues et coûteuses. » Le silence qui suivit fut éloquent. Il a accepté. À 10h30, ma mission était accomplie. J'avais déconstruit le mariage comme un jeu de Lego. J'ai éteint mon téléphone et je me suis allongée sur le lit. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène. J'ai vu les invités en tenue de cérémonie arriver au domaine, trouvant une salle désespérément vide. J'ai vu le maître d'hôtel leur expliquer qu'il n'y avait pas de réception prévue. J'ai vu la confusion se muer en murmure, puis en scandale. J'ai vu le visage d'Amandine se décomposer, son maquillage parfait ruiné par des larmes de rage. J'ai vu mon père, le teint violacé, tentant de garder contenance face à l'humiliation publique. Et Bastien, j'ai vu Bastien, le grand stratège, perdre pied, son téléphone collé à l'oreille, hurlant sur des gens qui ne pouvaient rien pour lui. L'architecte de ma chute assistait à l'effondrement de son propre chef-d'œuvre. Dans l'après-midi, j'ai rallumé mon téléphone. C'était un tsunami numérique. 47 appels manqués. 63 messages. J'ai écouté les messages vocaux, comme on regarde un film catastrophe. La voix de ma mère, hystérique, espèce de monstre. Tu as tout détruit. Tu as ruiné nos vies. Celle de mon père, glaciale, ne t'avise plus jamais de nous adresser la parole. Tu n'es plus notre fille. Et celle de Bastien, sifflante de haine, je te retrouverai, Aliénor. Et je te détruirai. J'ai effacé chaque message, un par un. Leurs paroles n'avaient plus de prise sur moi. C'était juste du bruit. Le soir, le coup de grâce est venu. Léandre m'a envoyé une capture d'écran d'une publication sur un groupe Facebook local. C'était un long texte de Bastien, un chef-d'œuvre de manipulation. Il me dépeignait comme une créature instable et maladivement jalouse, qui n'avait jamais supporté son bonheur.
Il racontait comment j'avais minutieusement saboté son mariage par pure cruauté. Il se posait en victime, noble et digne dans l'épreuve. Les commentaires dégoulinaient de sympathie pour lui et de haine pour moi. Des gens que je connaissais depuis l'enfance me traitaient de folle, de vipère. Ma propre tante avait commenté, nous savions qu'elle avait un fond méchant. Ils réécrivaient mon histoire, me transformant en la méchante de leur conte de fées. En lisant cela, j'ai compris que je ne pouvais pas gagner cette guerre d'image. Et j'ai compris que je ne voulais même pas la mener. Ma seule victoire possible était de quitter le champ de bataille. Alors, au lieu de répondre, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des billets de train. Très loin. La tempête médiatique locale faisait rage, mais elle se déroulait désormais sans moi. J'étais devenu un fantôme dans ma propre ville. Enfermé dans mon appartement, je planifiais ma sortie avec la précision d'un général préparant une retraite stratégique. Mon objectif n'était plus seulement de partir, mais d'effacer toute trace de mon passage, de ne rien leur laisser sur quoi ils pourraient encore avoir une emprise. Ma première action fut de couper les ponts professionnels. Mon activité de marketing en freelance était modeste, mais c'était la mienne. C'était la seule chose que je n'avais pas encore sacrifiée. J'ai passé 2 jours à contacter mes quelques clients. À chacun, j'ai expliqué que je devais déménager subitement pour des raisons personnelles. Je ne leur ai pas simplement dit au revoir. J'ai préparé des dossiers de transition complets et je les ai recommandés à une jeune consoeur de Lille, une personne talentueuse que je respectais. J'ai cédé mes contrats pour €1 symbolique. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe, je partais la tête haute, en laissant une situation propre derrière moi, en ne devant rien à personne. Chaque dossier fermé était une page qui se tournait. L'étape suivante était la plus cruciale, la plus symbolique. C'était la coupe du cordon ombilical financier qui me reliait encore à l'entreprise familiale. Les 5 000 €. Cet argent, injecté 2 ans plus tôt pour sauver la boutique de la noyade, représentait ma dernière chaîne. Le mardi matin, j'ai mis mes lunettes de soleil, un foulard sur la tête, et je me suis rendu à ma banque. J'étais méconnaissable. Dans le bureau feutré de mon conseiller, j'ai exposé la situation calmement. J'ai expliqué que la rupture des liens familiaux entraînait une nécessaire dissolution de nos liens d'affaires. Je voulais récupérer mon apport au capital. Le conseiller, habitué aux drames familiaux qui se règlent à coups de transactions bancaires, n'a pas sourcillé. Il a lancé la procédure. Je savais que ce retrait allait être le coup de grâce pour la trésorerie de la boutique. Privé de ma gestion, privé de son meilleur fournisseur, et maintenant privé de ce fonds de roulement vital, sa survie était une question de semaines. Ce n'était pas une attaque. C'était la conséquence logique de leur propre décret, j'avais disparu de la famille, donc mon argent aussi. Le reste de la semaine fut un grand vide. J'ai fait le tri dans 28 années de vie. J'ai rempli des sacs entiers pour Emmaüs. Les robes que ma mère m'avait offertes, les livres que mon père m'avait conseillés, les photos de vacances où je souriais à côté d'un frère qui me méprisait déjà. Tout est parti. Je ne gardais que le strict nécessaire, ce qui pouvait tenir dans 2 grandes valises. En vidant mon appartement, je me vidais la tête. C'était un processus douloureux et libérateur. Chaque objet donné était une encre que je levais. Le jour du départ, la gare de Roubaix était grise et pluvieuse, comme pour me dire adieu à sa manière. Léandre était là. Il n'a pas essayé de me retenir ou de me donner des conseils. Il m'a simplement tendu un sac contenant un sandwich, une bouteille d'eau et un roman. Pour la route, a-t-il dit. Son amitié silencieuse et indéfectible était le seul bagage de valeur que j'emportais. Au moment de monter dans le TGV, il m'a serré dans ses bras. Appelle-moi quand tu arrives. Et n'oublie jamais qui tu es vraiment, Aliénor. Le train s'est ébranlé, quittant lentement le décor de briques et d'usines de mon enfance. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai regardé droit devant, vers le sud, vers l'inconnu. Le trajet a duré des heures. J'ai vu les paysages se transformer par la fenêtre, les plaines du nord céder la place aux douces collines de la Bourgogne, puis aux majestueux sommets des Alpes qui se dessinaient à l'horizon. C'était une métaphore de ma propre transformation. Quand je suis enfin descendu à Annecy, j'ai été accueilli par une lumière dorée et un air si pur qu'il semblait nettoyer mes poumons de toute la poussière de mon ancienne vie.
J'ai marché jusqu'au bord du lac, posé mes valises, et j'ai regardé l'eau turquoise. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire, qui ne s'adressait à personne d'autre qu'à moi-même. J'étais seule. J'étais terrifiée. Et j'étais enfin libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'euphorie de la liberté, comme toutes les ivresses, a été suivie d'une gueule de bois. Les premières semaines à Annecy furent un baptême du feu. La beauté de la ville était un baume, mais elle ne payait pas le loyer. Mon petit studio avec vue sur les toits est rapidement devenu le théâtre de mes angoisses. J'avais de l'argent pour tenir quelques mois, pas plus. Il fallait que je reconstruise une carrière à partir de zéro, dans une ville où je ne connaissais absolument personne. J'ai passé mes journées à arpenter la ville, distribuant mes cartes de visite, essayant de me présenter aux commerçants. Mais je me heurtais à un mur de méfiance polie. Annecy était une ville de réseau, de familles installées depuis des générations. Une inconnue venue du Nord n'inspirait pas confiance. J'ai envoyé des centaines de mails. J'ai passé des heures sur LinkedIn. J'ai décroché quelques rendez-vous, mais ils se terminaient toujours par la même phrase, « C'est très intéressant, nous vous recontacterons ». Personne ne me recontactait jamais. Le soir, la solitude était écrasante. Le silence de mon appartement n'était rompu que par le bruit de mes propres doutes. Les paroles de ma famille me revenaient en boomerang, « Incapable, égoïste, tu ne seras jamais rien sans nous ». J'ai commencé à me demander s'ils n'avaient pas raison. Peut-être que j'avais fait une erreur. Peut-être que j'aurais dû rester, endurer, me contenter des miettes. Le jour où j'ai sérieusement envisagé de chercher un poste de serveuse, j'ai poussé la porte d'une fromagerie dans la vieille ville. L'odeur puissante de reblochon et de tomes de Savoie m'a enveloppée. C'était une odeur de terroir, d'authenticité. Derrière un comptoir débordant de merveilles, une femme aux cheveux courts et au sourire franc était en train de conseiller un client. C'était Corinne. J'ai attendu mon tour, et quand elle s'est tournée vers moi, ses yeux vifs m'ont scruté avec une curiosité bienveillante. J'ai demandé un simple morceau de comté. Elle l'a coupé, l'a pesé, puis, au lieu de me donner le prix, elle a posé son couteau. Vous n'êtes pas d'ici, vous. Et vous avez l'air de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Sa franchise m'a décontenancée. J'ai bafouillé quelque chose sur le fait que je venais d'arriver et que les débuts étaient difficiles. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, quand vous ne portez pas le poids du monde, a-t-elle demandé avec une pointe d'humour. Du marketing, enfin, j'essayais, ai-je répondu. Elle a eu un grand rire qui a fait vibrer les bocaux sur les étagères. Le marketing. Ciel. Regardez-moi cette boutique. Le meilleur fromage de la région, mais une image de marque digne des années 70. Mon site web a été créé par mon neveu en 2005 et n'a pas bougé depuis. Marché conclu, vous me donnez 3 conseils pour moderniser tout ça, et le comté est pour moi. C'était si direct, si simple. J'ai accepté. Nous nous sommes installés sur un coin du comptoir, et pendant 1 heure, j'ai oublié d'être une femme perdue. J'étais redevenue une professionnelle. Je lui ai parlé de storytelling, de l'importance des photos sur Instagram, de la création d'une newsletter pour fidéliser les clients. Elle buvait mes paroles, posant des questions pertinentes. À la fin, elle a emballé mon fromage dans un papier, y ajoutant une grosse part de tarte aux myrtilles. Vous avez du talent, ma petite. Un vrai talent. Mais le talent seul ne suffit pas dans une ville comme celle-ci. Il faut un coup de pouce. Elle a pris un stylo et a noté 2 noms sur le papier d'emballage. Allez voir ces gens de ma part. Dites-leur que Corinne vous envoie. Ils ont besoin de quelqu'un comme vous. Je suis sortie de la fromagerie, le cœur battant, tenant ce bout de papier comme s'il s'agissait d'un trésor. Ce n'était pas seulement du fromage et de contact. C'était un geste de confiance. La première main tendue depuis des mois. Cette rencontre a tout changé. Les 2 contacts de Corinne sont devenus mes 2 premiers clients. Puis le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Vous devriez appeler la petite protégée de Corinne, elle est formidable. Mon nom commençait à circuler.
Je ne travaillais plus pour prouver ma valeur à une famille qui ne la verrait jamais. Je travaillais pour des gens qui appréciaient mes compétences, qui me payaient pour mon expertise, qui me disaient « merci » et « bravo ». Je reconstruisais ma confiance en même temps que mon entreprise. Je me redressais. La cicatrice de Roubaix était toujours là, mais elle ne me faisait plus mal. J'apprenais à vivre avec. Mais le passé n'avait pas encore dit son dernier mot. Les saisons ont passé sur le lac d'Annecy. L'automne a doré les arbres, l'hiver a saupoudré les montagnes de sucre glace. Ma vie avait trouvé son rythme, un rythme paisible et productif. J'avais déménagé de mon studio impersonnel pour un petit 2 pièces charmant avec un balcon donnant sur les canaux. Mon entreprise se portait bien. J'avais une liste d'attente de clients. J'avais même commencé à refuser des projets pour préserver mon équilibre. J'avais des amis. Corinne, bien sûr, mais aussi les autres commerçants, les artistes, les randonneurs que je rencontrais. J'avais une communauté. Une vraie. Je ne parlais jamais de ma famille. C'était une porte que j'avais fermée à double tour. Les appels hebdomadaires de Léandre étaient ma seule connexion à mon ancienne vie. Par un accord tacite, ils ne mentionnaient jamais leur nom, et je ne posais jamais de questions. Je ne voulais pas savoir. Leur destin ne me concernait plus. Je me concentrais sur la construction du mien. Puis, un soir de novembre, Léandre a rompu le pacte. Sa voix était chargée d'une hésitation inhabituelle. « Ali, je dois te dire un truc. » J'ai hésité, mais je pense que tu dois savoir. J'ai senti une boule de glace se former dans mon estomac. La charcuterie a déposé le bilan. C'est fini. Ils ont tout vendu aux enchères. J'ai fermé les yeux. Une image de la boutique, de mon grand-père derrière le comptoir, m'a traversé l'esprit. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. Ni de la peine. C'était le sentiment étrange et définitif d'une page qui se tourne. Et, il y a autre chose, a continué Léandre. Tes parents ont perdu la maison. La banque l'a saisie. Ils vivent dans un petit HLM à la sortie de la ville. Bastien a été viré de son cabinet après que l'histoire du mariage a fait trop de bruit. Et Amandine l'a quitté. Il a marqué une pause. Tout leur monde s'est effondré. J'ai remercié Léandre pour son honnêteté et j'ai raccroché. Je suis restée longtemps assise dans le noir, à digérer la nouvelle. Leur chute n'était pas ma victoire. C'était juste leur tragédie. Une tragédie qu'ils avaient écrite eux-mêmes. Une semaine plus tard, la lettre est arrivée. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe était à la fois familière et étrangère. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai failli la jeter. Mais je savais que je devais l'affronter. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Sur 2 pages, ma mère décrivait leur déchéance avec un luxe de détails pathétiques. Elle parlait de son arthrose qui la faisait terriblement souffrir, de la dépression de mon père qui ne sortait plus de son fauteuil, de l'humiliation de vivre dans un logement social. Elle se décrivait comme une victime du destin, une pauvre femme accablée par le malheur. Pas un mot sur le mariage. Pas un mot sur leurs paroles cruelles. Pas un mot de regret. Et puis venait le coup de grâce, la phrase finale, conçue pour réactiver le levier de la culpabilité qui avait si bien fonctionné pendant 28 ans. Tu es notre seul espoir, Aliénor. Tu as si bien réussi. Tu as toujours été la plus forte. Reviens à la maison. C'est ton devoir de fille de nous aider à nous relever. Le mot « devoir ». Ce mot qui avait failli me détruire. J'ai posé la lettre sur la table et je suis sortie marcher au bord du lac. L'air froid me brûlait les poumons. L'ancienne Aliénor se débattait en moi. Elle me murmurait que c'étaient mes parents, qu'ils souffraient, que je ne pouvais pas les abandonner. La pitié, cette vieille sirène, chantait sa mélodie envoûtante. J'ai marché pendant des heures. J'ai repensé à tout. Aux humiliations, aux sacrifices, à la trahison. Et puis j'ai pensé à Annecy. À Corinne. À mes clients. À mon petit balcon fleuri. À la femme que j'étais devenue. Une femme qui se respectait. Une femme qui avait appris à poser des limites. Je suis rentrée chez moi, la décision prise. Je n'ai pas parlé de la lettre à Corinne tout de suite. Ce combat, je devais le mener seule. C'était mon examen final.
L'épreuve de ma libération. J'ai relu la lettre une dernière fois, non plus avec le cœur, mais avec l'esprit. Et j'ai vu clairement le mécanisme. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une convocation. Ils ne voulaient pas de leur fille. Ils voulaient leur sauveuse. Leur infirmière. Leur banquière. Je tenais leur tentative de manipulation entre mes mains. L'ancienne moi aurait plié. Mais la femme que j'étais devenue, elle allait écrire une réponse. Et cette réponse allait être le véritable point final de notre histoire. Le lendemain, je me suis levée avec une sérénité que je n'avais pas connue depuis longtemps. La nuit n'avait pas été une lutte, mais une confirmation. La décision était ancrée en moi, solide et inébranlable. Je suis allée à la fromagerie, comme tous les matins. Corinne a vu à mon regard que quelque chose avait changé. Je lui ai montré la lettre. Elle l'a lue en silence, ses sourcils froncés. Quand elle a relevé la tête, elle n'a pas dit « ne le fais pas » ou « tu devrais ». Elle a simplement dit « qu'est-ce que Théoï, tu veux faire, ma petite ?» Cette question simple était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Elle ne me disait pas quoi penser. Elle me donnait le pouvoir de ma propre décision. « Je sais ce que je veux faire », ai-je répondu avec un sourire. Je suis rentrée chez moi, non pas pour écrire une lettre de reproche, mais pour poser un acte final de souveraineté. J'ai sorti une simple carte de correspondance, blanche et sobre. J'ai choisi mon meilleur stylo. Les mots sont venus simplement, sans haine, sans colère. Ils étaient le fruit d'une longue et douloureuse maturation. Ils étaient le son de ma liberté. J'ai écrit. Chers parents, j'ai bien reçu votre lettre et j'ai lu avec attention ce que vous traversez. Je vous souhaite sincèrement de trouver en vous les ressources nécessaires pour faire face à ces épreuves. Pour ma part, ma vie est désormais à Annecy. Je ne reviendrai pas. Adieu, Aliénor. Le mot « adieu » n'était pas un cri de colère. C'était un constat. La reconnaissance qu'un chapitre était clos pour toujours. Il n'y avait pas de futur possible pour nous, parce qu'il n'y avait jamais eu de passé sincère. J'ai glissé la carte dans une enveloppe, je l'ai timbrée, et je suis allée jusqu'à la poste. En la laissant tomber dans la fente de la boîte aux lettres, j'ai senti un poids physique quitter mes épaules. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était la dernière chaîne qui se brisait. En rentrant, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la fiche de contact de ma mère, puis celle de mon père, et j'ai appuyé sur « bloquer ce correspondant ». C'était fini. Vraiment fini. Aujourd'hui, mon agence de marketing, L'Effet Alpin, est une petite entreprise florissante. J'ai un bureau qui n'est pas grand, mais qui a une vue imprenable sur les montagnes. Chaque matin, en arrivant, je prends un instant pour regarder ce paysage, et je me souviens du chemin parcouru. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de respect, de soutien, d'amour inconditionnel. Ma famille, aujourd'hui, c'est Corinne, qui me gronde quand je travaille trop. C'est Léandre, avec qui je peux parler pendant des heures au téléphone. Ce sont mes amis d'Annecy, avec qui je partage des randonnées, des dîners, des éclats de rire. Je ne sais pas ce que sont devenus mes parents ou mon frère. Parfois, une pensée fugace les traverse, comme une vieille photographie oubliée. Je n'éprouve plus rien, ni colère, ni pitié. Juste le constat d'une histoire triste qui ne m'appartient plus. En me chassant, ils pensaient me punir. En réalité, ils m'ont libéré. Ils m'ont forcé à sauter dans le vide, et j'ai découvert que j'avais des ailes. Mon histoire est une histoire de reconstruction. Elle m'a appris que notre valeur ne se mesure pas à l'aune de l'approbation des autres, mais à la solidité de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Parfois, la décision la plus courageuse est de dire non. Non à la manipulation, non au devoir toxique, non à une relation qui nous détruit. Dire non aux autres, c'est souvent se dire oui à soi-même. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a dû se battre pour faire respecter ses limites, même avec ses proches? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires sont importantes, elles nous montrent que nous ne sommes pas seuls. Si ce récit a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le faire savoir, et pensez à vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de nouveaux départs. Merci de m'avoir consacré votre temps.